rôle du pancréas, du foie et de la vésicule biliaire au niveau de la digestion. Alors, le pancréas. Alors, bien sûr, l'organe du tube digestif qui intervient ensuite dans le processus de la digestion, c'est-à-dire après l'estomac, c'est l'intestin grêle. Alors, la digestion chimique dans l'intestin grêle ne va pas dépendre seulement de ses propres sécrétions, mais également, elle va dépendre de l'activité de 3 organes annexes situés à l'extérieur du tube digestif, à savoir le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Alors, on va commencer par le pancréas. Alors, c'est quoi le pancréas de point de vue anatomique? Le pancréas est une glande mixte de forme allongée. Il mesure environ 15 cm de long sur 4 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Alors, il est situé derrière l'estomac, allant du duodénum vers la rate, et de ce fait, il va traverser la cavité abdominale horizontalement. Alors, dans le pancréas, on distingue 3 parties. Une partie élargie, c'est la tête, une partie centrale du corps et une partie terminale, c'est la queue. Alors, le pancréas, il est constitué de 2 types de cellules, dont certains vont contribuer à la fonction digestive en produisant des enzymes digestives, alors que d'autres cellules vont contribuer à la fonction endocrine en produisant des hormones comme l'insuline et le glucagon. Alors c'est pour cette raison qu'on dit que le pancréas est une glande mixte, c'est-à-dire à la fois exocrine et endocrine. Donc, une coupe histologique au niveau du pancréas nous montre que les cellules de la portion exocrine qui sont là colorées en rose sont regroupées en amas qu'on appelle les acius. Alors, ces cellules de la portion exocrine, elles vont sécréter à l'intérieur de petits conduits les enzymes et les ions bicarbonate qu'elles fabriquent. Alors, les cellules par contre de la portion endocrine représentées en jaune sont aussi regroupées en amas qu'on appelle les îlots de Langerhans. Ces cellules vont sécréter 2 hormones indispensables au maintien de la glycémie, soit l'insuline par les cellules bêta et le glucagon par les cellules alpha. D'accord? Alors, une fois sécrétés hors des cellules, les enzymes et les ions bicarbonate vont être acheminés vers le duodénum via le canal pancréatique qu'on appelle aussi le canal de Wirsing. Alors, le canal pancréatique et le canal cholédoque, le canal pancréatique et le canal cholédoque vont fusionner pour former ce qu'on appelle l'ampoule hépato-pancréatique, qu'on appelle aussi l'ampoule de Vater. D'accord? Alors, l'ampoule de Vater, c'est un canal commun aux sécrétions hépatiques et pancréatiques, et il va déboucher dans le duodénum par la papille duodénale qui est généralement maintenue fermée par le sphincter de l'ampoule hépatopancréatique qu'on appelle aussi le sphincter d'Oddi. Alors vous avez ici un schéma qui montre un peu, d'accord, l'organisation de tous ces canaux. Donc on a ici le pancréas en jaune. On a dit qu'une fois les ions bicarbonate et les enzymes sont sécrétés par les cellules, ils vont passer dans le canal pancréatique qu'on appelle aussi le canal de Wirsing pour arriver au niveau du duodénum. Alors, le canal pancréatique va fusionner avec le canal cholédoque qui provient du foie et il va donner un petit canal qu'on appelle l'ampoule hépatopancréatique ou bien l'ampoule de Vater. Alors, comme vous voyez, ce canal, il est commun aux sécrétions pancréatiques et aussi aux sécrétions hépatiques. Alors, ce canal, il va déboucher dans le duodénum
par la papille duodénale, qui est généralement maintenue fermée par le sphincter de l'ampoule hépatopancréatique, appelé aussi le sphincter d'Oddi. D'accord? Donc, là, le pancréas exocrine, il se présente comme une volumineuse glande en grappe composée de glandes acineuses. Alors, cette structure, on l'a vu au niveau des glandes salivaires. Donc, les glandes pancréatiques ont une structure voisine de celle des glandes salivaires. Alors, donc, on a une organisation de cellules sécrétrices en amas arrondi autour d'une cavité et d'un canal. C'est ce qu'on appelle un acinus, au pluriel des acini. Donc, les acini pancréatiques sont constitués de cellules acineuses représentées ici en vert qui fabriquent des enzymes digestives qu'elles vont déverser dans des petits canaux. Donc, les cellules acineuses fabriquent des enzymes digestives qu'elles déversent dans de petits canaux. Alors, ces canaux sont eux-mêmes bordés par des cellules, les cellules ici en jaune, qu'on appelle les cellules tubulaires ou bien les cellules canaliculaires. D'accord? Alors, le rôle de ces cellules, ils vont produire une solution alcaline riche en ions bicarbonate et dépourvue d'enzymes. Alors, en plus des cellules acineuses et des cellules canaliculaires, on remarque que les cellules des canaux jaunes ici se prolongent dans la lumière des acini en cellules dites centro-acineuses. Ce sont les cellules roses, une caractéristique qui va distinguer les acini pancréatiques des acini salivaires, c'est-à-dire au niveau des acini salivaires, les cellules de canaux ne se prolongent pas dans la lumière des acini. Donc, ces deux types de sécrétions, solution alcaline et enzymes digestives, vont former le suc pancréatique. Alors maintenant, on va parler de la composition du suc pancréatique. On va commencer par la sécrétion hydroélectrolytique qui est assurée par les cellules canaliculaires. D'accord? Alors, les principaux électrolytes contenus dans le suc pancréatique, ce sont les ions bicarbonate et les ions chlorure. On peut trouver d'autres anions tels que le SO4- et le PO4H2-. Ils sont présents mais à des concentrations négligeables. Donc il y a beaucoup de bicarbonate et de chlorure. Alors la richesse en bicarbonate du liquide pancréatique, dont le pH atteint 8, va jouer un rôle très important ou bien fondamental dans le mécanisme de neutralisation de l'acidité gastrique. Alors, ce processus de neutralisation, il est très rapide, il est obtenu pratiquement dès le duodénum et il va déboucher sur un pH intraluminal de l'ordre de 6. D'accord? Alors, ceci va favoriser l'action des enzymes pancréatiques dont le pH optimal se situe précisément entre 6 et 8. Donc, le rôle des ions bicarbonate, c'est de neutraliser l'acidité, d'accord, qui provient de l'estomac et de favoriser un pH optimal à l'action des enzymes pancréatiques. Alors, on a dit, d'accord, que les cellules acineuses, des acini pancréatiques, sécrètent de nombreuses enzymes. On a d'abord les enzymes lipolytiques. On a des enzymes glycolytiques, des enzymes protéolytiques et les nucléases. Alors, vous voyez, le suc pancréatique, il est riche en enzymes. Alors, parmi les enzymes lipolytiques, on ne va pas pouvoir citer toutes les enzymes lipolytiques, mais on prendra seulement quelques exemples. On a la lipase. Alors, la lipase, elle agit sur les triglycérides émulsifiés par les selles biliaires en présence d'un activateur, la colipase. La lipase, elle va attaquer les liaisons situées aux extrémités, c'est-à-dire les liaisons 1 et 3 des esters de triglycérides, et elle va donner des acides gras et des monoglycérides. On trouve aussi de la phospholipase
gras. Elle est sécrétée par le pancréas sous forme de proenzyme, c'est-à-dire sous une forme inactive, et elle est activée par la trypsine ainsi que par les sels biliaires. Alors, elle agit surtout sur les glycérophosphatides au niveau de la liaison 2. Les glycérophosphatides, qu'on appelle aussi les acides phosphatidiques, ce sont des diglycérides avec un phosphate en carbone alpha. Alors, la phospholipase B, elle est sécrétée sous forme de proenzyme et elle est activée également par la trypsine. Alors, elle semble agir essentiellement sur la lysolécithine, plus spécialement sur la liaison 1. Alors, la lysolécithine, c'est un diglycéride avec un phosphate estérifié par une choline et où un acide gras a été enlevé par la phospholipase A2 et remplacé par un groupement OH, ce qui va augmenter l'hydrophilie. Et enfin, d'accord, on a la cholestérolestérase. Elle semble être sécrétée sous forme directement active et agit sur les esters de cholestérol. Donc là, j'ai dit, ce sont tout simplement des exemples. Il y a beaucoup d'enzymes lipolytiques au niveau du suc pancréatique. Alors, les enzymes protéolytiques sécrétées par les acinies pancréatiques. Alors, toutes les enzymes protéolytiques sont sécrétées par les acinies sous la forme de zymogènes inactifs, ce qui va assurer une protection contre l'autolyse du tissu qui les élabore. Alors, les enzymes protéolytiques vont être activées dans la lumière intestinale sous l'action d'une autre enzyme pancréatique qu'on appelle la trypsine. Alors, notons que la trypsine est elle-même sécrétée par le pancréas sous forme de proenzyme, le trypsinogène. Alors, le trypsinogène physiologiquement inactif va être transformé dans la lumière intestinale en trypsine active par l'entérokinase, c'est-à-dire une enzyme sécrétée par la muqueuse duodénale. Donc, on a ici un schéma qui va récapituler les différentes étapes de l'activation des enzymes protéolytiques sécrétées par le pancréas. Donc, toutes les enzymes protéolytiques sont sécrétées sous forme inactive dans la lumière intestinale. Elles vont être transformées en enzymes actives par la trypsine. La trypsine elle-même est sécrétée sous forme de zymogène inactif, le trypsinogène. Le trypsinogène inactif va être transformé en trypsine active sous l'action de l'entérokinase, une enzyme liée à la membrane duodénale. D'accord? Alors, quels sont les différents types d'enzymes protéolytiques qu'on peut trouver au niveau du suc pancréatique? Les enzymes protéolytiques peuvent être classées selon leur site d'action protéolytique en endopeptidases qui sont susceptibles d'hydrolyser les protéines à l'intérieur de leurs molécules et en exopeptidases capables de cliver un peptide par ses extrémités. Alors, parmi les endopeptidases, on peut citer la trypsine et la chymotrypsine. Alors, ce sont les enzymes les plus importantes qui dérivent respectivement du trypsinogène et du chymotrypsinogène. Alors, l'activité de ces deux enzymes, c'est-à-dire la trypsine et la chymotrypsine, transforme les protéines en petits polypeptides. Il peut se former aussi quelques aminoacides car elles peuvent hydrolyser quelques dipeptides. Alors, la trypsine hydrolyse les protéines par action sur les liaisons des molécules qui contiennent la lysine ou l'arginine,
c'est-à-dire un acide aminé basique. La chymotrypsine agit sur les liaisons peptidiques comportant un carboxyle d'acide aminé aromatique, c'est-à-dire un cycle benzène, comme la tyrosine, la phénylalanine et le tryptophane. On a d'autres enzymes protéolytiques comme l'élastase qui agit sur l'élastine. Alors l'élastase, elle résulte de l'activation de la proélastase sous l'effet de la trypsine. Elle aboutit à la solubilisation de l'élastine en agissant sur les acides aminés neutres à chaîne aliphatique tels que la serine, l'alanine et la glycine. La collagénase, c'est une endopeptidase qui agit sur certaines chaînes constituant le squelette du collagène et le résultat de son activité protéolytique, c'est une diminution de la viscosité et du pouvoir rotatoire du collagène dissous. Alors là, c'était pour les endopeptidases. Qu'en est-il des exopeptidases? Alors les exopeptidases sont classées en carboxypeptidases et aminopeptidases selon que le groupement terminal du dernier acide aminé de la chaîne activée est acide, c'est-à-dire comprenant un groupement COOH libre, ou aminé, groupement NH2 libre. Alors notons que les aminopeptidases sont sécrétées par les cellules pancréatiques directement sous forme active. Quant aux carboxypeptidases, il y en a deux, la carboxypeptidase A et la carboxypeptidase B. Elles sont sécrétées par le pancréas sous forme inactive, les procarboxypeptidases. Alors, les procarboxypeptidases sont activées dans le suc pancréatique sous l'action de l'enzyme pancréatique, la trypsine. Alors, la carboxypeptidase A agit en bout de chaîne sur le carboxyle terminal des résidus d'acides aminés aromatiques. Quant à la carboxypeptidase B, elle agit sur les acides aminés C-terminaux lorsqu'ils sont basiques, c'est-à-dire comme la lysine et l'arginine. Alors, pour les enzymes glycolytiques, le pancréas ne contient qu'une seule enzyme glycolytique qui est l'amylase. Donc, l'amylase, elle représente la seule enzyme glycolytique du pancréas. Elle est sécrétée sous forme directement active. Elle va rompre la liaison alpha-1,4 glucosidique de l'amidon qu'elle va transformer en maltose qui est un disaccharide. Alors pour les nucléases, c'est-à-dire les enzymes qui vont s'attaquer aux acides nucléiques, on trouve également dans le pancréas une ribonucléase et une désoxyribonucléase, bien qu'en quantité très faible. Alors, la ribonucléase et la désoxyribonucléase vont scinder les acides nucléiques en nucléotides en agissant respectivement sur les liaisons ester phosphate 5' et ester phosphate 3'. Donc, quel est le bilan de l'action du suc pancréatique? Si on veut récapituler, on pourrait dire que l'action de la sécrétion pancréatique aboutit à la digestion des aliments complexes. Alors, les aliments se présentent dès lors sous une forme simplifiée. Alors, la fin de la digestion va s'effectuer au niveau même de la bordure en brosse des cellules intestinales en couplage étroit
avec les phénomènes d'absorption. Alors maintenant, d'accord, après le pancréas, on va voir le rôle du foie et de la vésicule biliaire au niveau de la digestion. Alors, de point de vue anatomique, le foie, il est situé sous le diaphragme et il va traverser la cavité abdominale sur toute sa largeur. Alors, le foie est l'organe le plus volumineux de l'organisme. Il est compartimenté, c'est-à-dire il est divisé en lobes, le lobe gauche et le lobe droit. La vésicule biliaire, qui est un sac membraneux en forme de poire, est située au niveau du lobe droit. Ici, on a une photographie de la face inférieure du foie. Alors, vous voyez, la vésicule biliaire, elle est représentée ici en jaune. Elle a la forme d'une poire, elle est située au niveau du lobe droit. Alors, dans sa fonction digestive, le foie va produire la bile qui joue un rôle très important dans la digestion des lipides. Alors, la bile sécrétée par les cellules hépatiques va être déversée dans les canaux hépatiques gauche et droit. Alors, ces deux canaux, c'est-à-dire le canal hépatique droit et gauche, vont fusionner et ils vont sortir du foie sous le nom du canal hépatique commun. Alors, le canal hépatique commun se joint au canal cystique issu de la vésicule biliaire pour former le canal cholédoque. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que le canal cholédoque et le canal pancréatique fusionnent pour former ce qu'on appelle l'ampoule hépato-pancréatique. Donc, je répète, la bile sécrétée par les cellules hépatiques est déversée dans les canaux hépatiques gauche et droit. Ces deux canaux fusionnent et vont donner le canal hépatique commun. Le canal hépatique commun va fusionner avec le canal cystique issu de la vésicule biliaire pour former le canal cholédoque. Le canal cholédoque fusionne avec le canal pancréatique pour former ce qu'on appelle l'ampoule hépato-pancréatique. Alors, la production de bile par le foie, elle est continue. Alors, chez l'homme, c'est à peu près 700 ml par 24 heures. Toutefois, la bile n'est déversée dans le duodénum que par intervalle, essentiellement lors du passage du bol alimentaire. Alors, entre les périodes de digestion, la bile, elle passe où? Alors, entre les périodes de digestion, la bile produite par le foie va être détournée par le canal cystique vers la vésicule biliaire où elle est stockée et également concentrée de 5 à 10 fois par pompage de l'eau. Alors, après un repas, divers stimulus vont provoquer la contraction de la vésicule biliaire qui libère la bile qu'elle renferme dans le canal cystique, le canal cholédoque, puis dans l'intestin grêle. La bile, alors la composition de la bile. La bile, c'est un liquide légèrement alcalin, pH entre 7,6 et 8,6. Elle est composée essentiellement d'eau et d'acide biliaire, de sel biliaire et de cholestérol, d'un phospholipide appelé lécithine, de plusieurs ions, de pigments biliaires, principalement la bilirubine, et de nombreux composants métabolisés et sécrétés par le foie. Donc la bile, c'est à la fois un produit d'excrétion et une sécrétion digestive. Alors, les éléments essentiels de la bile, notez bien, sont les sels biliaires qui jouent un rôle important dans la digestion et l'absorption des lipides.
Alors, c'est quoi les sels biliaires? Les sels biliaires, ce sont des sels de sodium ou de potassium, des acides biliaires, principalement les acides glycocholiques et taurocoliques. Alors, les sels biliaires ont des propriétés amphiphiles avec une double polarité. L'une des extrémités de la molécule est hydrophile, c'est-à-dire polaire, elle est représentée ici en rouge. L'autre est hydrophobe ou lipophile non polaire. Donc, je répète, les sels biliaires ont des propriétés amphiphiles avec une double polarité. L'une des extrémités de la molécule est hydrophile polaire, l'autre est hydrophobe ou lipophile ou bien non polaire. Alors, les sels biliaires, ils vont permettre l'émulsification des graisses, c'est-à-dire la dégradation de volumineux globules de graisse en une suspension de fines gouttelettes graisseuses d'environ 1 micromètre de diamètre. Donc ici, vous voyez la grosse globule de graisse, elle a été dégradée en des gouttelettes d'émulsion qui sont recouverts par les sels biliaires représentés ici en bleu. Là aussi, la grosse gouttelette de graisse, elle a été divisée en petites gouttelettes d'émulsion. Là, regardez, vous avez les petites gouttelettes d'émulsion qui sont entourées, bien recouvertes, par les sels biliaires représentés ici en vert. Donc, l'émulsification, c'est la dégradation de volumineux globules de graisse en une suspension de fines gouttelettes graisseuses d'environ 1 micromètre de diamètre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les sels biliaires sont amphiphiles avec un domaine hydrophile représenté ici en bleu, composé d'un acide aminé conjugué, et un domaine lipophile représenté ici en jaune, constitué de cholestérol. Donc, par leur extrémité non polaire, les sels biliaires, ils vont se lier ou bien adhérer aux molécules lipidiques. Donc, vous voyez les molécules lipidiques entourées par les sels biliaires, et les sels biliaires adhèrent aux molécules lipidiques par leur pôle lipophile. Alors, c'est quoi le rôle de l'émulsification? On a ici une émulsion. À l'intérieur, on a les triglycérides ici en jaune. En vert, ce sont les sels biliaires. Et en rose, sous forme de cœur, c'est l'enzyme lipolytique, la lipase, d'accord, pancréatique. Donc, le rôle de l'émulsification, elle va rendre les lipides accessibles à la lipase pancréatique. Donc, elle va faciliter le contact de la lipase et des lipides. Donc, grâce à la formation d'une émulsion, la lipase va avoir un contact avec les triglycérides. Donc, la lipase, elle ne peut pas attaquer les grosses gouttes de lipides. Elle ne va pouvoir attaquer que les petites gouttelettes d'émulsion. Donc, le rôle de l'émulsion, c'est faciliter le contact de la lipase avec les triglycérides. Alors, l'action de la lipase pancréatique, donc on a dit que la lipase pancréatique n'est active que sur les substrats émulsionnés, à savoir les triglycérides à chaîne unie. Alors là, la lipase, elle va couper les liaisons esters situées à l'extrémité, c'est-à-dire les liaisons 1 et 3 sur le glycérol. La lipase donc retire 2 ou 3 acides gras au glycérol. Le troisième reste lié au glycérol et forme donc un monoglycéride. Donc vous voyez là la gouttelette d'émulsion, l'enzyme, la lipase pancréatique qui rentre en contact avec les triglycérides, elle va attaquer les liaisons esters au niveau de la liaison 1 et 3 et on a la libération d'acides gras monoglycérides et de diglycérides. Donc la lipase pancréatique agit donc en surface sur les globules émulsionnés en libérant un mélange de diglycérides, de monoglycérides, de glycérol libre et des acides gras libres. Alors, un autre rôle des sels biliaires, c'est qu'ils vont permettre la dispersion des produits de l'hydrolyse des lipides qui vont former les micelles. Donc, ils vont empêcher
d'accord, les produits de l'hydrolyse de la lipase de se rassembler une autre fois et de former des globules d'émulsion. D'accord? Donc, les sels biliaires vont disperser les produits de l'hydrolyse des lipides qui vont former des micelles. Alors, les micelles, ce sont des agrégats hydrosolubles de 50 à 100 angstroms, plus petits que l'émulsion et dont la formation va être également favorisée par les sels biliaires. Alors, ici, on a une coupe longitudinale d'une micelle. Quelle est la structure d'une micelle? Alors vous voyez les produits de la digestion des graisses, que ce soit les acides gras, les monoglycérides ou bien le cholestérol, les diglycérides, sont maintenus en solution dans les micelles grâce aux sels biliaires qui permettent la formation de complexes hydrosolubles. Donc vous avez ici aux extrémités représentées ici en violet les sels biliaires avec leurs pôles hydrophiles et hydrophobes, et à l'intérieur vous avez tous les produits de la digestion des graisses, cholestérol, acides gras, libres, monoglycérides, diglycérides. Alors la fraction polaire des molécules est tournée vers l'extérieur et va former avec les sels biliaires une enveloppe qui va contenir à l'intérieur les composés les plus insolubles. Donc là, vers l'extérieur, on a d'accord la fraction polaire des molécules et à l'intérieur, on a d'accord toutes les molécules les plus insolubles, toutes les molécules donc qui ne sont pas vraiment polaires, qui sont apolaires. Ils se retrouvent au cœur de la micelle. Alors, donc, comme je vous ai dit, là, c'est un schéma qui résume à peu près ce qu'on a dit. Donc, là, les sels biliaires, ils sont représentés en vert. Par leur extrémité non polaire, les sels biliaires, ils vont adhérer aux molécules lipidiques. Donc, là, les parties polaires représentées ici en marron des sels biliaires sont dirigées vers la phase aqueuse et ils vont établir des attractions avec l'eau et se repoussent, ce qui va maintenir la division physique des micelles et forme une émulsion qui est stable. Donc, je répète, par leur extrémité non polaire, les sels biliaires adhèrent aux molécules lipidiques. Les parties polaires dirigées vers la phase aqueuse établissent des attractions avec l'eau et se repoussent, ce qui va maintenir la division physique des micelles et va former une émulsion stable. Donc ici, les grandes étapes de la digestion des lipides, on a la gouttelette de graisse, d'accord? Elle va être attaquée par les sels biliaires. On aura la formation des gouttelettes d'émulsion. Alors, grâce à la formation de cette émulsion, la lipase pancréatique va pouvoir dégrader les triglycérides, d'où on a la formation d'agrégats plus petits de lipides qu'on appelle les micelles, d'accord? Alors, les micelles, ils vont permettre le passage en milieu hydrophile de substances lipophiles vers la bordure rambose de l'entérocyte et leur absorption par endocytose. Donc, les micelles, ils vont servir de transport des substances lipidiques qui sont hydrophobes, d'accord? Ils vont leur permettre de traverser la membrane en bordure rambose de l'entérocyte et, d'accord, ils vont permettre leur absorption par endocytose. Donc là, les grandes étapes de la digestion des graisses, d'accord? Alors, les sels biliaires permettent l'émulsification des graisses, c'est-à-dire la dégradation de volumineux globules de graisse en une suspension de fines gouttelettes graisseuses d'environ 1 micromètre de diamètre. Alors, grâce à la formation d'une émulsion, la lipase va pouvoir rentrer en contact avec les triglycérides et les dégrader, d'accord? Les produits de l'hydrolyse des lipides par la lipase vont être dispersés par les sels biliaires, ce qui va permettre la formation des micelles. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les micelles, ce sont des agrégats hydrosolubles de 50 à 100 angstroms, plus petits que l'émulsion et dont la formation est également favorisée par les sels biliaires. Alors, les micelles, ils vont permettre le transport des lipides, d'accord, leur transport en milieu aqueux et leur absorption par endocytose au niveau de la cellule intestinale. Alors maintenant, on va parler du cycle entérohépatique des cellules.
biliaire, entéro c'est intestin, hépatique c'est le foie. Alors vous avez ici un schéma qui représente le foie, vous avez le canal cholédoque, vous avez la vésicule biliaire, le canal cystique, et ici vous avez la veine porte hépatique, et là vous avez le duodénum et l'ileum. Donc les selles biliaires qui sont déversées dans la partie antérieure de l'intestin grêle, c'est-à-dire dans le duodénum, vont être réabsorbées dans sa partie postérieure, l'ilion, après absorption des micelles lipidiques qu'ils ont aidé à stabiliser. Donc là, une fois, d'accord, les lipides, les substances lipidiques, ils vont passer, d'accord, au niveau de la cellule intestinale et ils vont, d'accord, se retrouver au niveau de la lymphe. Les selles biliaires, d'accord, ne traversent pas la barrière intestinale, ils vont retourner, d'accord, au niveau du foie par la veine porte hépatique, donc ils retournent au foie. Et là, au niveau du foie, ils vont être réutilisés pour la formation de la bile. C'est ce qu'on appelle le cycle entéropathique des selles biliaires, c'est-à-dire il se déroule entre le foie et le duodénum. D'accord? Donc, je répète, les selles biliaires déversées dans la portion antérieure de l'intestin sont réabsorbées dans sa portion postérieure après absorption des micelles lipidiques qu'ils ont aidé à stabiliser. Ils reviennent au foie par l'intermédiaire de la veine porte hépatique et là, ils vont être utilisés pour la formation de la bile. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique des selles biliaires. D'accord? Donc, ce passage entre le foie et l'intestin, le retour au foie puis l'intestin, c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. Alors, c'est quoi le but de ce cycle? Ce cycle, il permet une économie non négligeable des selles biliaires. Alors, on estime ainsi chez l'homme la teneur en selles biliaires à 6 grammes environ, alors que 24 grammes par jour sont nécessaires à l'absorption des lipides. Donc, chez l'homme, la teneur en selles biliaires est de 6 grammes, alors que 24 grammes par jour sont nécessaires à l'absorption des lipides. Donc, les selles biliaires, ils vont parcourir le cycle entérohépatique 4 fois par jour.